Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, système de parrainage politique au Bénin, annoncé comme un outil fédérateur adopté pour parfaire le dispositif électoral en place, il est bien loin de faire l'unanimité, du moins du point de vue de sa modalité d'application. Et chaque jour avec son lot de dissensions. Dissensions sur le sujet dans la masse populaire, pire entre le législateur et l'institution organisatrice des élections. Est-il d'évoquer, par exemple, son supposé caractère confidentiel qui divise, puis l'éventuelle caution à verser par de potentiels candidats en quête de parrain. Face à la polémique ambiante, la Cour constitutionnelle, mesdames, messieurs, de s'inviter ces dernières heures dans le débat, exprimant toute sa disponibilité à trancher du contentieux au cas où. Présidentielle 2021 en mode parrainage au Bénin, vers un imbroglio politico-juridictionnel, le débat, c'est tout de suite et maintenant en notre compagnie. Pour l'instant, débat Jules Justinien Humpati, analyste, il est chercheur en droit constitutionnel et international. Jules Justinien Humpati, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous pour cet instant débat, monsieur Richard Boniworou, politologue, il est socio-économiste. Il a accepté donc d'être aussi des nôtres. Monsieur Richard Boniworou, bonjour. Bonjour Joël, je profite de votre antenne pour dire bonjour à tous mes compatriotes restés au pays et bonjour à vos auditeurs. Il faut répondre, merci pour la disponibilité. Élection libre, transparente, inclusive et paisible. Ceci pour 2021. Ils sont nombreux, les Béninois, à le clamer à corps et à cri. Mais hélas, l'un des obstacles majeurs à sa concrétisation aurait, pour nom, le parrainage et la polémique qui va avec. Dernier pavé dans la mare, la prétendue caution que pourraient verser de potentiels candidats. Monsieur Justinien Humpati, je me retourne vers vous. La question a été évoquée à un endroit plutôt emblématique, pour ne pas parler d'une grande institution de la République, l'Assemblée nationale, pas des élus du peuple. Vous avez suivi et ça continue de susciter assez de réactions. On devrait s'en offusquer? Non, oui et non. Non, parce que en termes de création de la norme et plus précisément de création de la loi, l'Assemblée nationale occupe une place centrale, une place fondamentale. Non, parce que lorsque on a engagé on s'est entendu et qu'on évolue, c'est souvent gênant de constater qu'il y a des retours, qu'il y a des va-et-vient, qu'il y a des nuances qui sont apportées. Je crois que nous sommes sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, on ne doit pas être surpris de quoi que ce soit. Ce qu'il y a comme information ou comme nouvelles données ou comme donne, il faut l'analyser avec des outils du droit, avec des outils de sciences politiques, et tout en restant dans un cadre juridique et politique. Voilà, mais je crois que ça permet quand même aux différentes parties prenantes à l'action politique électorale de savoir comment se prendre, et cela va certainement travailler au mûrissement de notre démocratie. Cependant, mon impression personnelle, c'est que je suis un peu gêné par tout ce débat que suscite notre désir, notre volonté de revoir un peu le système partisan. J'ai l'impression que ce système partisan que nous sommes tous d'accord de réformer est en train de nous faire voir des surprises. Le système partisan serait-il en train de faire voir des surprises aux Béninois? En tout cas, pour l'universitaire, aucun doute. Monsieur Richard Boniworou, depuis l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont, en tout cas officiellement, à donner de la voix. Le parrainage, oui, accompagné de potentiels candidats, mais à quel coût? Étonné de s'en suivre. Vous l'avez suivi de loin, mais de près aussi, pour le Béninois que vous êtes. Quel défi cela vous a fait? Merci Joël. Je pense que ce débat non seulement discrédite l'Assemblée nationale dans son fonctionnement, mais aussi montre l'échec du système partisan tel qu'il a été formulé. Vous comprenez?
Concernant le parrainage, la loi est assez claire. Vous savez, en matière de loi, il y a deux façons d'interpréter la loi. Il y a la façon littérale et la façon téléologique, c'est-à-dire que celle qui permet de voir la finalité de la loi, qu'est-ce que la loi recherche. De façon littérale, la loi est assez claire. On veut limiter le nombre de candidatures et on veut des candidatures peu fantaisistes. De façon théologique, la finalité que recherche la loi, c'est que nous ayons un espace électoral assez explicite et qu'il n'y ait pas de vagabondage électoral, qu'il n'y ait pas de personnes qui profitent de l'élection pour aller faire du chantage politicien. Par conséquent, aujourd'hui, que des élus qui ont voté cette loi-là, qui se veut assez explicite, claire et prononcée, viennent aujourd'hui démontrer toute leur incompétence, je dirais, législative en la matière et montrent à la face du monde qu'ils n'ont pas compris les lois qu'eux-mêmes ils ont votées. Finalement, les populations béninoises se demandent si ce sont vraiment des députés ou si ce sont des compléments d'effectifs, des personnes qui sont juste là pour compléter l'effectif à l'Assemblée nationale et qui en réalité ne sont au courant de rien. Sinon, ce spectacle-là qui est tout à fait désolant pour les Béninois que nous sommes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ne devrait pas arriver. Donc ça vaut totalement l'échec. Lorsque un député demande finalement, je parraine à quel coût, est-ce que cela relève de l'incompétence ou de l'incompréhension du test de loi? Est-ce que cela ne relève pas plutôt d'une honnêteté, d'aller de l'avant dans une démarche qu'on a voulu... Non, je ne prendrai pas ça de cette façon assez simpliste. Parce que si vous voulez donner de la caution au dire de ce député-là en lui trouvant des circonstances atténuantes, non, il n'y a aucune circonstance atténuante en la matière. Le député a failli, cela démontre de son incompétence législative et l'incompétence qui entraîne son incompréhension. Il n'est pas dans son rôle, il ne comprend pas son rôle et par conséquent, il a discrédité l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui le siège politique du pays, l'endroit où se confectionnent des lois. Et si les personnes qui ont confectionné des lois, qui les ont formulées, n'arrivent pas à les comprendre, eh bien, je pense qu'il y a tout un problème, fondamental à aller régler. Et cette Assemblée, pour moi, elle est discréditée. Et ce député, s'il était dans un pays réellement démocratique, aurait été poussé vers la porte et demandé sa démission. On peut aller jusqu'à ce niveau-là, ce que certains pourraient qualifier d'extrême, pour avoir tenu des propos, on peut considérer, de clarification. Vous voyez, ce qui se passe, il ne faut pas rester, ce n'est pas prudent de rester dans un seul angle pour l'analyser. En tout cas, c'est pourquoi on est sur le plateau. Il faut l'analyser du point de vue du droit. Il faut l'analyser du point de vue des réalités politiques, du jeu politique sur le terrain. Allons-y. Et il faut l'analyser du point de vue de la science politique. On comprend du point de vue politique, on démarre par là? Oui, je commence par dire que le peuple béninois a l'Assemblée nationale qu'il mérite actuellement. Le peuple béninois a l'Assemblée nationale qu'il mérite actuellement. Le peuple béninois, il a secrété cette Assemblée nationale. Et c'est son Assemblée nationale. Puisque ce peuple-là, il a choisi de manière expresse ou de manière tacite. Vous voyez, sur le plan purement, sur le terrain politique, vous voulez que les gens fassent quoi? Les gens, la question, c'est la question du pouvoir. Il s'agit de la théorie et de l'ontologie du pouvoir. Et le pouvoir politique. Et de quel pouvoir politique? Il s'agit du pouvoir politique qui sera exercé par le président de la République. La clé de voûte d'un pays comme le Bénin qui pratique le régime présidentiel. De ce point de vue-là, je voudrais revenir un peu sur l'analyse que vient de faire M. Ouroux en exploitant comme mot-clé interprétation, incompétence, incompréhension et ajouter responsabilité. Pour dire que, effectivement, du point de vue du droit, c'est ça. Du point de vue de la science et de la technique du droit, c'est ça. Mais
nous sommes sur le terrain politique et chaque acteur politique à l'Assemblée nationale va vouloir apporter aussi son interprétation politique en griffe de la loi. Donc on est là dans une interprétation politique. Ah mais qu'est-ce que vous voulez? S'il s'agit, le débat tourne autour du pouvoir politique. Et chacun développe des actions. Il y a certainement des ficelles invisibles tenues par des gens dont nous voyons les conséquences à l'hémicycle ou sur le terrain politique, devant les écrans. Et sur la base de ça, des interprétations, je dirais qu'il y a des interprétations purement scientifiques et des interprétations qui sont des interprétations du domaine purement politique. C'est la raison pour laquelle je comprends l'imbroglio que vous mettez comme élément clé de ce thème. C'est gênant, mais c'est une réalité politique. C'est la raison pour laquelle le juge constitutionnel doit intervenir. Alors, quels sont les acteurs dans cette affaire? Théoriquement, vous avez le président de la République, même s'il n'opère pas visiblement, puisque notre constitution lui donne la possibilité, il fait partie du dispositif constitutionnel de modification des textes législatifs. Vous avez le président de la République, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez la Sénat, mais vous avez les créateurs de normes, dont l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut arriver qu'on crée une norme qu'on ne comprenne pas? Quelle est la valeur de la compréhension? Quel sens, quelle valeur doit-on donner à la compréhension d'une norme à laquelle on a travaillé pour sa naissance? Est-ce qu'il est possible qu'on participe à la création d'une norme qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que vous répondez, vous? Mais je crois que ça dépend de l'approche suivant laquelle la norme a été créée. Théoriquement, si nous revoyons la démarche classique d'élaboration d'une loi, lorsqu'un député a travaillé et a voté une loi, ce député doit pouvoir être capable de dire, tout au moins d'expliquer les finalités de cette loi, de se baser sur les finalités de cette loi. Mais de plus en plus, on entend au Bénin, on constate au Bénin qu'on a des créateurs de normes qui ne comprennent pas eux-mêmes leurs normes. C'est déjà arrivé une fois et cela s'est censuré ou s'est sanctionné par une loi complètement interprétative. Maintenant, lorsque vous prenez la question de compétence, non, ils ont la compétence, ils ont peut-être un problème d'illégitimité, mais ils sont là à l'Assemblée nationale, ils sont compétents, c'est leur boulot. Mais je préfère poser le problème de la responsabilité. Responsabilité politique, responsabilité morale, responsabilité sociale et responsabilité juridique. Et ces trois responsabilités mises ensemble donnent quoi? Non, on ne peut pas les mettre ensemble, il faut les dissocier. Les députés doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité sociale. C'est-à-dire que le peuple les observe. Ils ont une responsabilité morale, c'est-à-dire qu'ils servent de modèle. Ils ont une responsabilité politique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils appartiennent à une chapelle politique, mais ils doivent pouvoir savoir que demain, ils doivent être capables d'expliquer pourquoi ils ont pris telle ou telle position devant le peuple. Et responsabilité juridique parce que ils peuvent être leurs décisions peuvent être interpellées par le juge constitutionnel. À ce niveau-là, il faut analyser également le juge constitutionnel. On y revient, le juge constitutionnel. Mais en entendant une voix, pas des moindres, se fait entendre. Il s'agit de la deuxième personnalité de la structure en charge de l'organisation des élections au Bénin, la Sénat, en la personne de la première vice-présidente. Vous l'avez sans doute suivi, M. Orou. En tout cas, ceux qui se rendront coupables, responsables de ces gens d'actes seront purement et simplement poursuivis. Richard Boni Orou, fin de polémique en principe, mais elle enfle davantage. Oui, je pense que si j'ai pu comprendre la déclaration de Mme Nadjor, je pense qu'elle n'est pas officielle, parce que je crois avoir lu qu'elle a dit si elle avait les moyens, elle ferait poursuivre les personnes qui se rendraient coupables d'un tel acte aussi odieux. Donc, je pense que théoriquement, pour ce qui me concerne, il ne devrait pas y avoir polémique parce qu'elle ne le dit pas en tant que responsable. Il faut dissocier la responsabilité du rôle qu'elle joue à l'Assemblée, à la Sénat, et celle qu'elle a en tant que citoyenne. Je pense que quand elle dit que si elle avait les moyens, elle aurait poursuivi ces personnes, elle le dit en tant que responsable citoyenne et non en tant que responsable
de la Sénat. Donc, enfin, c'est ma compréhension. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que dit le professeur qui est présent sur mon compatriote, qui est présent sur votre plateau, qui dit peut-on créer, il a posé la question à savoir, peut-on créer une norme qu'on ne comprend pas. Je pense qu'il arrive plusieurs fois qu'à l'Assemblée nationale, certaines normes qui sont créées par des députés ne sont pas comprises par l'ensemble des députés. De toute évidence, la création de normes par l'Assemblée nationale a une dimension volontariste parce qu'elle est tout à fait politisée, puisque les personnes en charge à l'Assemblée nationale votent selon leur volonté politique, pour satisfaire leur volonté politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le juge constitutionnel est là pour valider cette disposition-là. Donc, oui, on peut créer des normes qu'on n'a pas compris. Et c'est le cas aujourd'hui qui se pose devant nous. La norme qui a été créée par l'ensemble des députés n'a pas été comprise par leur ensemble. Et c'est pour ça que je dis que parmi les députés, il y en a qui servent de complément d'effectifs. Il y a des personnes qui sont là juste pour remplir les rangs, tels que M. Dakwé Sossou, qui est malheureusement très déshonorable, qui n'agit pas en tant qu'honorable. Mais ce qui est encore plus déplorable, qu'il faut remarquer, et surtout qui vient de l'Assemblée nationale et qui est très déplorable, c'est que ce député-là, qui a voté une norme, en vient à attribuer un pouvoir résiduaire à la Sénat. Parce que, si ma mémoire est bonne, c'est au personnel de la Sénat que ce député pose la question à savoir si désormais on peut facturer le parrainage à un tiers. Par conséquent, on attribue le pouvoir résiduaire, ce sont des attributions qu'on donne à une personne ou un groupe qui peut prendre des décisions dans les domaines où la loi a omis, où le législateur a omis de légiférer. Donc, on donne désormais un pouvoir résiduaire à la Sénat. On lui dit, OK, en l'absence de loi explicite dans tel domaine, est-ce que vous pouvez prendre une décision pour dire combien peut coûter? Et je pense que c'est ce qui est assez dangereux parce qu'on sort la Sénat totalement de son rôle et on l'implique dans un autre rôle qui précède même le rôle pour lequel il est dédié. La Sénat est la Commission électorale nationale autonome. Par conséquent, elle est impliquée dans l'organisation et l'aboutissement de l'élection. Elle n'est pas impliquée en amont dans le processus que j'appelle le processus de candidation. Aujourd'hui, avec cette histoire de parrainage, on vient déposer la Sénat en amont dans le processus de candidation. Parce que la Sénat, aujourd'hui, est l'organe qui prend un règlement quelconque pour dire voilà les termes dans lesquels, les dispositions dans lesquelles le parrainage va s'effectuer pour que nous puissions les récupérer. Or, normalement, si la loi devrait être assez claire et moins chrysogène, elle n'aurait pas permis à la Sénat, qui est responsable du processus électoral, d'être encore impliquée dans le processus de candidation, parce qu'il faut dissocier les deux. Il y a le processus électoral, mais avant que le candidat ne soit impliqué, ne soit soumis à la Sénat, il faut d'abord que le citoyen devienne candidat. Dès qu'il est candidat et qu'il a déposé son dossier auprès de la Sénat, dès cet instant-là, il est impliqué sous les règlements de la Sénat. Mais avant que le citoyen ne soit candidat, la Sénat n'a rien à voir avec lui. Aujourd'hui, on implique la Sénat au-delà de la loi qu'il a créée et on va l'impliquer dans le processus de candidation. C'est-à-dire qu'avant qu'un individu quelconque ne devienne candidat, il faut qu'il suive une certaine procédure, qu'il ait le parrainage avant de formuler sa demande et d'aller la déposer. Aujourd'hui, on a donné un pouvoir dont les pouvoirs dont dispose la Sénat aujourd'hui ne sont même pas inscrits dans la loi qu'il a connue. Par conséquent, il y a toute une extrapolation, il y a tout un désordre législatif et social qui annonce une crise prochaine. La Sénat, qu'il vous souvienne que la Sénat aujourd'hui, c'est la révélation de la crise de confiance qui existe depuis longtemps dans notre société béninoise et qui s'est exportée dans les milieux politiques. La Sénat pour la première fois,
selon la loi Nyolofou, un certain Feliro qui, sous Soglo, est allé dénoncer le tripatouillage de Nicéphore Soglo. Les politiciens béninois ont saisi cette déclaration sans faire aucune enquête. Ils sont allés voir la Cour constitutionnelle qui a décidé que désormais, il faut envoyer des politiciens gérer l'élection. Quand la CENA est devenue une institution sous Yahi Boni a envoyé son ancien ministre en tant que président et Goumbedi a poussé le vice jusqu'à envoyer son fils. Donc c'est pour vous dire qu'un mécanisme qui devait être non partisan est devenu aujourd'hui partisan. Et si vous vous rappelez bien, tout l'ensemble des crises post-électorales qu'il y a eu en Afrique, grâce à ce génie béninois qui s'est exporté, qui est la CENA, qui est devenue la CEI à des endroits, la CENI à des endroits, l'ensemble des crises post-électorales sont du fait de la CENA. Donc, cette CENA-là, aujourd'hui, qui est censée être le grand génie béninois, a tellement de faiblesses et de failles. Et aujourd'hui, elle annonce encore une grosse crise parce que non seulement le rôle qu'on lui a attribué, elle n'arrive même pas à l'organiser efficacement sans qu'il n'y ait de problème après les élections. Mais aujourd'hui, on lui ajoute encore un rôle dans ce sens qu'elle interfère dans le processus de candidature. Et je pense que c'est très annonciateur d'une grande crise prochaine. Alors, la Sénat dans un boubou qui n'est pas finalement la sienne? Le rôle et responsabilité de la Sénat et plus précisément, que peut faire la Sénat en face d'une règle électorale générale ou tout simplement en face d'une règle électorale. Je crois que l'essentiel a été dit par rapport aux fonctions classiques de la Sénat. La Sénat, dans la catégorisation juridique, est étudiée en tant qu'autorité administrative indépendante. Et vous avez le A qui termine ce sigle-là, qui traduit une certaine autonomie de cette institution-là. Une institution qui doit travailler pour des élections ou pour une élection paisible, transparente, inclusive et fondamentalement à travers le mécanisme d'application effective, efficace et même efficiente de la loi. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes en face d'une disposition juridique liée au parrainage. Lorsque le Sénat est face à une règle électorale, que doit faire la Sénat? La Sénat l'applique. Simplement. Alors, oui. Lorsque la règle n'est pas... La règle nécessite une mise en œuvre. La Sénat détermine la compréhension nécessaire, objective de cette règle-là, la compréhension en se basant sur le texte au complet, en se basant sur sa finalité, et propose la démarche ou le mécanisme qu'elle juge nécessaire ressorti de cette règle électorale. Parlant de mécanisme, justement, en dehors de ce qui peut être considéré comme la question de trop, autour de la caution, il y a la question de la confidentialité. Et entre le législateur et l'institution en charge de l'organisation du scrutin, visiblement, ça ne s'entend pas. J'ai l'impression que ce débat-là vous amène à vous tromper ou nous amène à nous tromper. Ah bon? Je disais que il faut savoir sur quel terrain nous parlons. On est sur le terrain politique. On est sur le terrain politique, tantôt on est sur le terrain technique. Ouais. Cette question-là doit être traitée. Quelle est la vérité qui devait s'imposer? Est-ce que c'est la vérité politique ou la vérité technique? Bon, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Okay. La Sénat a une loi. Cette loi-là, elle comprend la loi d'une certaine manière. Elle développe le mécanisme par rapport à cette loi. Elle tient à informer les acteurs politiques de comment ça va se passer. Si l'on n'est pas d'accord, on invite dans le jeu le juge constitutionnel. Et le juge constitutionnel, il vient jouer sa partition. Et sa partition jouée, chacun doit se retrouver dans son rôle, en train de jouer son rôle. Je crois que il faut nuancer, il faut distinguer, il ne faut pas faire mélange du genre. Je ne dis pas qu'on le fait, mais il ne faut pas qu'on fasse mélange du genre. Ce rapport ou ce ping-pong entre l'Assemblée nationale et la Sénat, pour moi, elle ne relève pas de la technique du droit.
Elle relève de quoi? Non, elle ne relève pas de la technique du droit. La Sénat a une règle, elle doit appliquer la règle, le système de parrainage. Elle déduit de cette règle-là le mécanisme qu'il faut et elle présente ce mécanisme. C'est une autorité administrative indépendante. Elle présente le mécanisme. Si les acteurs politiques estiment que l'interprétation que la Sénat fait de cette norme-là n'est pas la bonne interprétation, on fait recours à l'interprétateur authentique, qu'est le juge constitutionnel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres choix que d'aller taper à cette porte? Non, théoriquement, lorsque nous sommes face à une loi dont on recherche l'interprétation, lorsqu'on est dans la technique du droit, j'ai dit tout à l'heure que les acteurs politiques ont intérêt aussi à faire leur interprétation parce qu'ils veulent du pouvoir. Ça peut se comprendre. Mais je suis sur le terrain purement technique du droit. J'opère beaucoup plus dans l'objectivité. Et je dis, selon la science du droit, nous avons les acteurs en la matière, parce qu'il s'agit de la loi. Nous avons le président de la République. Nous avons les membres de l'Assemblée nationale. Ça y est. Sur ce schéma-là, ce n'est pas très prudent que le président de la République s'y mêle trop. Parce que je crois bien, il est à son premier mandat et la loi, la Constitution ne l'empêche pas de se présenter à un second mandat. De ce point de vue-là, par prudence politique, je crois que cette réserve qu'il a par rapport à la question, je crois qu'elle mérite d'être saluée. Alors, l'Assemblée nationale a une perception que la Sénat développe du mécanisme de parrainage. Les députés estiment que c'est à côté de la plaque. Il faut saisir le juge constitutionnel. Rien à faire. Mais c'est comme ça, non? Ok. Oui, le juge constitutionnel qui se dit aussi, prêt déjà, si cela s'impose, pour apporter son grain de sel. Oui, Richard Auroux, que faudra-t-il faire, puisque le temps presse désormais? Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs et à mon compatriote sur le plateau qu'en dehors du fait que je sois politologue socio-économiste, je suis aussi juriste. C'est important pour moi de clarifier ce point-là. Alors, je pense que il a parlé de... Il ne faudrait pas qu'on fasse un mélange du genre. Il ne revient pas à la Sénat, en tout état de lieu, d'interpréter une loi. Elle peut développer des mécanismes, elle peut prendre un règlement d'application en développant des mécanismes pour mettre en exécution une loi qui lui a été soumise, mais la Sénat ne peut pas interpréter une loi parce que la Sénat, il faut reconnaître que la Sénat se repose sur un principe, sur une notion essentielle qui est qu'elle est une commission. Qu'est-ce que c'est qu'une commission? C'est assez simple. C'est une assemblée parfois délibérative, une assemblée qui mène une enquête ou une assemblée qui fait, comment on appelle, qui fait une étude. En somme, c'est une assemblée de techniciens, donc ce qu'on dit dans le jargon fonctionnel. Par conséquent, la fonctionnalité de cette assemblée-là n'est pas juridique. Elle est administrative. Elle est technique sur le plan électoral. Elle n'est pas technique sur le plan juridique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas demander aujourd'hui le député qui a élaboré une loi, une norme, ne peut pas demander à la Sénat de lui interpréter cette norme-là ou de lui expliquer quels sont les tenants de cette norme-là, les frontières floues de cette norme-là. Et c'est pour ça que je rappelle que ce faisant, on donne un pouvoir résiduaire à la Sénat, ce qu'elle ne devrait pas avoir. Et l'autre chose qu'il est très important d'observer, c'est qu'en temps normal, cette assemblée qui est autonome dans le domaine électoral ne peut pas ne peut pas aller encore dans le domaine de la candidature. Ça fait, en grosso modo, deux gros domaines. C'est qu'elle est juge et partie. Vous ne pouvez pas gérer l'élection et rentrer encore dans la société et dire aux gens, voilà comment est-ce que nous pensons que le processus que vous devez suivre pour être candidat. Je trouve que c'est un trop gros, comme vous l'avez dit, un trop gros boubou qu'on a cousu à la Sénat et qui finira par se perdre les pieds là-dedans et tomber. C'est annonciateur d'une crise à venir. Maintenant,
pour revenir au juge constitutionnel. Oui, il est tout à fait normal. De toute façon, avant que cette loi-là ne soit promulguée, elle a été sanctionnée par le juge constitutionnel, et il ne revient pas au juge constitutionnel de prendre un règlement d'application de la loi. Il lui revient de voir la conformité de la loi par rapport à la norme supérieure qui est la Constitution. Dès que la loi elle est conforme à la Constitution, le juge constitutionnel la déclare valide et l'envoie à l'exécutif pour une promulgation, et à la fin, la Sénat prend un décret, ou je sais pas, un règlement d'application de la loi qui donne maintenant qui indique maintenant de façon claire comment est-ce que cette loi-là sera appliquée dans toute son probabilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème se pose au niveau même de la Sénat, de la façon dont cette Sénat-là, elle qui se veut autonome, ne l'est pas en réalité. Cette Sénat-là, elle est politique, elle est chrysogène, elle ne peut pas fonctionner en l'état. On lui permet d'extrapoler. Écoutez, vous avez des membres de la Sénat qui ne sont pas des juges administratifs, qui n'ont aucune compétence dans le domaine administratif, mais qui reconnaissent des fautes mineures qui sont des fautes administratives. Alors que le juge administratif est là, qui devrait connaître de ces dossiers-là. On éloigne les compétences du dossier, et c'est je sais pas, mon grand frère Tiando, qui je pense est un historien qui connaît d'une faute mineure administrative. Tout ça ne crédibilise pas non seulement la Sénat, ne crédibilise pas les élections, mais ne crédibilise pas l'État béninois. Parce que finalement, les personnes que nous élisons au sommet de l'État, l'institution qui gère cette élection-là n'est pas crédible. Par conséquent, on ne peut pas, il persiste toujours des crises de confiance au sein de la société, au sein de la société politique. Oui. Voulez-vous dire qu'on ne pourra pas aller aux prochaines élections avec cette Sénat ? Aucune élection ne devrait être faite avec cette Sénat-là. Cette Sénat-là, comme je vous l'ai rappelé, n'est pas saine, parce que c'est la révélation de la crise de confiance qui persiste dans notre société béninoise, où personne ne se fait confiance et où à tout moment on cherche à se venger l'un de l'autre. Monsieur Feliro s'est vengé après l'élection de 91, quand il n'était plus en accord avec le président Nicéphore Soglo, en dénonçant ce dernier, et ça a accouché de la Sénat, une Sénat qui se fait autonome mais qui est dans les faits politique, parce qu'en temps normal, dans toutes les bonnes démocraties, si cette crise de confiance-là n'existait pas, c'était le ministère de l'Intérieur qui devrait organiser les élections. Et ça a été le cas en 1991. Le ministère de l'Intérieur, qui était monsieur Feliro, a organisé les élections. Après, quand il n'était plus d'accord avec Nicéphore Soglo, il allait sur la place publique et il a dit que c'est à la faveur d'une coupure de courant qu'il y a eu tripatouillage des votes, et que ce qui a permis à Nicéphore Soglo d'être élu. Les politiciens à l'époque s'en sont saisis, et nous avons connu une Sénat et une seconde aujourd'hui. Quand la Sénat a voulu s'institutionnaliser, nous savons tout ce qui est arrivé. C'est des ministres, c'est des partisans qui se sont retrouvés, comme je le rappelais tout à l'heure, on peut dire, à pousser le vice jusqu'à nommer son fils. Donc cette Sénat-là, elle est crédible en rien. Elle n'est même pas, pour une commission, elle n'est même pas fonctionnelle, parce que au sein de cette Sénat-là, il n'y a aucun expert en processus électoral. Dans cette Sénat-là, c'est que des partisans de divers chapelles politiques qui se sont retrouvés, qui ont meublé ces Sénats-là. Donc, le conflit d'intérêts est permanent au sein de cette Sénat-là. Aujourd'hui, Yahi Boni n'est plus là, son ministre est là, alors d'autres personnes vont s'en approcher. On ne peut pas aller, aucune élection ne devrait être faite avec cette Sénat-là. Moi, il est malheureux que nos écrits ne sont pas lus et compris, ou parfois ils sont lus et même des fois ignorés, tout simplement parce que c'est Richard. Donc, les politiciens en pensent. Depuis 2017, j'ai commencé à dénoncer cette Sénat-là, et j'ai commencé à dire que toutes les élections à venir sous cette Sénat-là seront chrysogènes. J'ai eu raison en 2019 et j'aurai raison encore en 2021. Si la Sénat que vous n'ayez pas raison en 2021. Je ne voudrais pas avoir raison, malheureusement. Oui. Je pense que j'aurai encore raison. Monsieur Justinien, cette Sénat et le chronomètre qui est celui du Bénin désormais, faut-il penser à un toilettage maintenant? Vous voyez, j'ai relu rapidement le thème dont nous débattons. Oui. Il y a des choses que je n'ai pas dites, que M. Ouro a dit, que j'ai dites. Je ne les ai pas dites.
Et pendant que je parle, je m'écoute suffisamment. Je n'ai pas dit qu'il revient à la Sénat d'interpréter aux députés la loi qu'ils ont votée. Je ne l'ai pas dit. En fait, l'analyse que je fais reste ancrée dans la théorie volontariste et plus précisément dans la théorie de Hans Kelsen. Bon, on est dans un cadre où les gens risquent de ne pas très bien me comprendre, mais M. Ouourou va me comprendre puisqu'il est juriste aussi. La Sénat n'interprète pas à l'Assemblée nationale ni aux députés la loi. Mais toute autorité, qu'elle soit politique ou administrative, dans le souci d'une bonne application de la norme, doit chercher à comprendre cette norme et ne peut que mettre en œuvre cette norme sur la base de la compréhension que l'autorité a. Si la norme est claire, précise et sans équivoque, l'autorité la met en œuvre. Si la norme nécessite des mécanismes, l'autorité dégage de cette norme, selon sa compréhension à elle, des mécanismes qu'elle met en œuvre. Si des acteurs politiques ne sont pas d'accord avec ce mécanisme, ces acteurs politiques utilisent les voies de recours. Ça peut être une démarche purement orientée vers l'autorité qui a proposé le mécanisme, quitte à lui dire, mais on ne comprend pas. Mais moi, je ne l'ai pas dit. Alors, je crois que le débat devrait beaucoup plus se centrer autour du juge constitutionnel. Vous m'avez demandé si la Sénat... Vous m'avez posé une question par rapport à la Sénat. Moi, je crois que la Sénat que nous avons eue jusque-là, elle a été une Sénat qui a fait de son mieux. Et cette Sénat, elle a une certaine utilité. Il faut tenir compte des faiblesses, des failles, pour pouvoir corriger, rectifier les tirs. Une Sénat qui n'est pas crédible, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi elle n'est pas crédible? Crédible, ça veut dire que ça pose le problème de confiance. Non, le problème de confiance et de consensus se pose par rapport au rapport entre le peuple et les acteurs politiques. C'est comme ça, moi, je vois beaucoup plus le problème de confiance. Est-ce que l'on veut dire que la Sénat serait instrumentalisée par des acteurs politiques? Si c'est cela, ça veut dire que l'équilibre nécessaire, l'équilibre qui a toujours existé au sein de cette institution, qui a traduit sur le terrain et la réussite d'un certain nombre d'actions par le passé, ça veut dire que cet équilibre a commencé par se rompre. Et il faut que cet équilibre se remette. Il me semble que c'est beaucoup plus de la responsabilité de la Sénat et des mécanismes d'autonomie de cette Sénat qu'il faut parler. Et là, on en parlera, ce serait important d'y revenir, mais en attendant, le problème se pose, ça va dans tous les sens, il faut bien, en tout cas, une compréhension, un minimum, pour pouvoir aller de l'avant. Oui, quelles sont les origines? Quelle est l'origine des crises? D'où viennent les crises après les élections au Bénin? Vous êtes sûr que c'est tout le temps de la Sénat? Moi, je crois qu'il faut poser la question de manière ouverte et élaborer des hypothèses dans différents sens. Ce n'est pas impossible que des crises viennent de la norme elle-même. Ce n'est pas impossible que la crise vienne des acteurs politiques dans le pays. Ce n'est pas impossible que la crise vienne de la Sénat également, de la manière dont elle fait le mandat. Mais je ne l'affirme pas, parce que je n'ai pas des éléments de preuve. Mais je dis, toute personne qui doit appliquer une norme a une certaine compréhension de la norme. Il y a ce que j'appelle en griffe une interprétation implicite de la norme. Je la différencie de ce que nous appelons interprétation de la norme qui est faite. Et je dis qu'il y a quelqu'un qui assure l'interprétation authentique de la loi électorale, de la norme. Et maintenant, M. Ououa parlait du contrôle a priori de la loi. Moi, je parle du contrôle a posteriori de la loi. C'est-à-dire lorsque dans la mise en œuvre de la loi, lorsque dans la compréhension de la loi, on est en difficulté, que faut-il faire? Il faut utiliser les procédures prévues par... Allons-y vers les procédures parce qu'on ne saurait pas comprendre qu'on n'est pas sur cette piste. Le juge constitutionnel, face au problème qui se pose, quels pourraient être les leviers à actionner? Lorsque, dans ce contexte-là, le mécanisme de parrainage, dans sa mise en œuvre, on ne s'entend pas. Oui.
ceux qui ont le pouvoir, tout Béninois a ce pouvoir, mais les députés aussi ont ce pouvoir. Ils n'ont qu'à saisir le juge constitutionnel. Quand le juge constitutionnel sera saisi, le juge constitutionnel va en se basant sur un certain nombre de données, en se basant sur... Il va ouvrir. Ce juge-là ne va pas opérer en l'air. Ce juge va rendre une décision. Là où j'ai une petite difficulté, Oui. c'est que le droit constitutionnel étant un droit politique, le juge constitutionnel, tout en étant ou en voulant être un juge technique, se retrouve parfois en train d'opérer en tant que juge politique ou en tant qu'un politique. Alors, la question se pose de savoir comment faire pour que l'indépendance du juge constitutionnel constitue pour celui-ci une garantie pour dire bien le droit, de manière à ce qu'on n'ait pas affaire à une réponse ou à une interprétation sûre à l'avance. Parce que j'entends des gens dire, oui, le juge constitutionnel il va opérer de telle manière, le juge constitutionnel donnera raison à tel, il donnera raison à tel autre. Je souhaite véritablement que la Cour constitutionnelle béninoise et que les cours constitutionnelles africaines sachent qu'elles ont une lourde responsabilité sociale. Le professeur titulaire, Djobrenou, il sait. Après son passage à la Cour constitutionnelle, il va retourner. Il est d'ailleurs toujours à l'université, je crois. Il va retourner au milieu de ses pairs. Et la science juridique, elle est là, comme un fleuve, comme un océan. Que le juge constitutionnel fasse son travail comme cela se doit. Mais il faut rappeler le temps en politique et le temps en droit. Pour dire quoi ? Nous sommes vers la fin du mandat présidentiel. Et c'est l'occasion justement pour le juge constitutionnel. Certains juges constitutionnels tiennent compte justement de cette période-là pour se dire mais il faut que je me démarque de plus en plus de la politique pour pondre des vérités juridiques, des vérités constitutionnelles et justifiables. Et c'est à cela que j'appelle le juge constitutionnel. Je ne dis pas que le terrain d'interprétation par le juge constitutionnel est un terrain également totalement dénué de toute difficulté. Mais j'exhorte les différentes parties prenantes à regarder ce peuple, à faire en sorte que, après ces élections, ce que M. Ourou vient de dire, que cela soit plutôt une hypothèse non vérifiée. On l'espère, oui. M. Richard Boni-Ourou, le juge constitutionnel, le regard tourné vers lui. Comment pensez-vous qu'on pourra opérer ? À quoi pourrait-on s'attendre ? Oui, d'abord, je voulais juste rappeler que malgré que ce que j'ai dit peut porter à confusion dans le sens où on pourrait penser que je suis assez pessimiste sur le lendemain du Bénin. Non, je ne suis pas autant pessimiste. Je suis très optimiste d'ailleurs, mais je le suis de façon réaliste. Donc, ce n'est pas du pessimisme que je révèle. Le monsieur a dit tantôt qu'il s'est posé la question à savoir si l'équilibre était rompu au niveau de la Sénat. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu équilibre. Qu'il vous souvienne que toutes les élections ont connu des petites crises post-électorale dans notre pays. Il se trouve que le peuple béninois est un peuple assez mature, qui parfois fait preuve de beaucoup de laxisme, il faut l'avouer, mais qui se veut assez pacifique et qui ne veut pas se laisser embarquer dans des crises post-électorales qui vont déchirer le tissu social au point d'accoucher des guerres aux conséquences irréversibles. Monsieur Richard Boni-Ourou, autrement, vous allez devoir conclure par rapport à ce qui se jouer au niveau de la Cour concernant le juge constitutionnel, il est dommage aujourd'hui que, le juge constitutionnel, c'est la seule et la première fois que le juge constitutionnel sera explicitement politique, donc aura une dimension interprétative volontariste dans son interprétation du processus électoral. Les autres fois, ça a été toujours presque le cas, mais ça a été fait de façon assez subtile et implicite sans qu'il n'y ait de gros problèmes. Mais cette fois-ci, malheureusement, d'abord, M. Djobrenou, le professeur Djobrenou, malgré qu'il soit entouré de quelques personnalités qui soient publicistes, lui-même n'est pas compétent en la matière, en ce que ces compétences n'ont aucune relation avec le droit conditionnel, mais je pense que cette fois-ci, l'élection de 2021, merci beaucoup. Que Dieu nous engage, mais porte en eux
des facteurs de crise. Merci à vous, chers invités du jour. Le temps est complètement parti. Merci d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, on va devoir s'en arrêter là. Et je vous laisse ces citations d'Henri-Frédéric Amiel. Il ne faut pas employer l'idéal à nous empoisonner le réel. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.